Chers amis du Cateau et des environs, bonjour, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous présenter le journal et je vais vous brosser en quelques points ce qui va vous être développé dans quelques minutes. Alors nous parlerons d'abord d'un appel aux dons à l'Ukraine qui vous sera présenté par monsieur Serge Siméon, le maire du Cateau. Ensuite, nous resterons un peu dans un sujet dramatique mais malheureusement d'actualité en abordant la tenue d'un hommage aux victimes du terrorisme, c'est une première. Nous reviendrons ensuite un peu dans la vie locale avec un retour sur le conseil d'agglomération, donc conseil de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie qui s'est tenu à Catenières lundi dernier. Nous vous présenterons ensuite, dans un domaine davantage de formation et de développement économique, une présentation des métiers agricoles qui s'est tenue à la maison familiale rurale du Cateau. Et puis nous reviendrons avec dans un aspect un peu plus touristique sur une présentation du village de Catenières, un petit village du Cambrésis caractéristique. Et puis un sujet, parce qu'il faut bien le terminer, nous approchons du 1er avril, c'est l'ouverture de la pêche, mais là c'est la vraie pêche. Abordons maintenant un point sur l'appel aux dons pour l'Ukraine. Alors il s'agit, comme vous le savez, l'Ukraine vit dans une situation dramatique depuis le 24 février dernier, puisqu'elle a été agressée par les Russes, par monsieur Poutine, dans son grand souci de recréation d'un empire. Cette agression très violente a suscité naturellement, et comme c'est souvent le cas, un grand élan de générosité, tant en France que dans le monde entier. Et la commune du Cateau s'associe à cet élan de générosité, et on va vous expliquer comment. Alors, monsieur le maire, les Ukrainiens au Cateau, c'est important. Hein. La semaine dernière, on passait un magazine qui avait été tourné en mai 19. Donc là, je crois que vous avez souhaité les soutenir, montrer le drapeau en façade de l'hôtel de ville. Et vous faites également un appel aux dons. On fait un appel aux dons. Sylvie Claire et Mathieu Davoine s'occupent de ce projet avec le support d'André Biangou. On fait un appel aux dons qui revêt plusieurs aspects. Des dons par chèque, au nom de l'association qui est sur la petite urne, qui est au sein de l'accueil en mairie. Après, on fait de la potentialité de dons en nature et on a choisi une journée. C'est le samedi 19 mars, de mémoire de 10h à 17h. Où là, on va collecter, d'après une liste préétablie, je tiens à le dire, c'est préétabli par l'Association des maires de France. Parce qu'on ne peut pas transporter en Pologne, en Roumanie, des denrées périssables. Il y a des produits que l'on a besoin. À côté de cela, il y a des organisations humanitaires qui, eux, vont fournir d'autres produits à tous les gens qui sont en déroute. Voilà un peu notre état d'esprit. Alors après, sur cette thématique de recueil de dons, on va en parler aussi à l'agglo. On fera, certes, comme la ville, un don financier. La ville, à l'unanimité, a versé 3 000 €. L'agglo versera certainement une somme un peu plus conséquente, mais j'attends la délibération qui ne devrait pas trop tarder. Et puis, avec Nicolas Ziegler, qui est le président de la communauté d'agglo de Cambrai, on s'est mis d'accord. On n'a pas les moyens d'affréter des transporteurs pour aller voir en Ukraine si le gouvernement de M. Poutine nous laisse passer, ce que je doute. C'est travailler avec la protection civile qui viendrait rechercher pour toutes les communes les dons de la population. On les stockerait sur un lieu unique que l'agglo de Cambrai met à disposition, c'est sur la base des Pinois, quoi. Il y a un grand entrepôt, et la protection civile viendrait chercher les colis et les transporterait elle-même. Bon, la protection civile, c'est quand même un organisme de niveau national qui est reconnu dans les formules de coopération. Et le dernier volet, le gouvernement a ouvert un site pour accueillir les réfugiés, hommes, femmes, enfants, adultes, moins jeunes et jeunes, avec une potentialité d'accueillir soit dans des maisons, soit dans des familles, et on lance un appel aux gens du Cateau. Certains se sont manifestés. Nous, on doit renvoyer sur un site France-Ukraine, mais là, c'est eux qui gèrent selon les besoins des familles ukrainiennes, leur volonté aussi. Tout le monde ne veut pas venir en France.
Et il y en a qui préfèrent la Pologne ou d'autres pays. Il y en a qui veulent repartir le plus vite chez eux, même si en revenant, ils auront la désillusion que tout, quand on voit les images à la télé, ben c'est catastrophique. Il y aura plus de bâtis et tout. Et puis il y en a qui veulent retourner dans leur pays parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de patriotisme, comme l'étaient les Français au moment de la résistance en Ukraine. Donc là, il y a des possibilités d'accueillir, c'est un minimum 3 ans, et de voir les formalités d'accueil. Alors nous, la ville, on viendra en support logistique, puisqu'on n'a pas de bâtiment, et on viendra aider les gens qui accueillent des Ukrainiens. On facilitera, s'il y a des enfants, la scolarité. On développera avec les associations caritatives, que ça soit le magasin solidaire ou les restos du cœur et d'autres, un soutien en plus à l'hébergement, parce qu'on peut pas abandonner ces familles. Vous savez, je dis toujours, depuis 20 ans je suis maire, 20 ans je vais au monument aux morts à toutes les cérémonies, 20 ans que je dis, comme beaucoup d'autres, qu'il n'y aura plus de guerre en Europe, et en Europe, hein, et là on l'a, et c'est... Je comprends l'inquiétude de toutes les populations, parce que ce qui arrive c'est très grave. Jusqu'où ira-t-il ? Nul ne le sait. Jusqu'où l'OTAN ne doit pas prendre à un moment donné plus de décisions. C'est un débat entre les gens qui veulent la paix et la négociation. Moi, je suis en phase avec ça pour l'instant, mais demain, à quelqu'un qui est buté, qui a un ego puissant, qui a un orgueil puissant, il faudra peut-être montrer aussi la force. Mais ça, c'est nos politiques nationaux à qui revient la décision. Donc l'appel est lancé, donc si vous voulez participer, enfin surtout peut-être numérairement, parce que là la journée, vous ne faites ça qu'une journée. On fait qu'une journée pour un seul lieu, pour pouvoir à la fois concentrer, parce qu'il fallait communiquer. Ouais. Il y a des communes, on s'aperçoit bien, qui ont voulu aller un peu plus vite, comme Solesmes. Solesmes, le maire de Solesmes, que je connais bien, m'a dit j'ai eu un débarras d'un grenier. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas le but. Faut respecter les immigrés. Donc il y a une liste qui est affichée, qu'on a distribuée, sur lesquelles on peut prendre les produits. Voilà. Donc le but c'est de centraliser, mais on peut vous assurer que tout sera transféré après, soit par l'agglo, soit par la commune, à Cambrai dans un bâtiment, et c'est la protection civile. On va noter ce qu'il y a dans les cartons, c'est quand même un boulot énorme, et un seul lieu, un seul moment et un seul endroit. Très bien. Merci beaucoup. Un autre hommage pour d'autres victimes, malheureusement, avec cet hommage qui s'est tenu le jeudi 11 mars. Un hommage rendu par monsieur Jean-Pierre Plinguet et Serge Siméon, maire du Cateau, aux victimes des attentats terroristes depuis 1986. On pourrait, bien entendu, remettre le curseur un peu plus en avant que 1986, mais depuis cette période, nous vivons des moments terribles, et les pouvoirs publics ont souhaité que nous nous souvenions. Je leur laisse la parole. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer la journée des victimes du terrorisme. La France est une première fois frappée par le terrorisme islamiste en 1986 par une cellule du Hezbollah, ceci de 1985 à 1986. Elle est à nouveau touchée par une série d'attentats au milieu des années 90 organisés par le groupe islamiste armé, le GIA, de 1994 à 1996. Après une accalmie d'une quinzaine d'années, la France est victime d'une nouvelle vague d'attentats depuis 2012, et ce jusqu'à aujourd'hui, liés au djihad global, par des individus ayant souvent prêté allégeance à l'État islamique ou à Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, rendons hommage à tous ces militaires et civils qui ont perdu la vie dans ces horribles attentats meurtriers. Je tiens également à avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui perdent la vie en ce moment dans la guerre du XXIe siècle qui se déroule en Ukraine, dans la Russie et l'investigateur. Merci de m'avoir écouté.
Mais le terrorisme, c'est quoi? C'est la pression que l'on fait sur les individus, des menaces qui se réalisent perpétuellement et qui touchent aussi surtout, certes souvent les militaires, comme en ce moment au Mali et encore plus récemment dans d'autres secteurs de l'Afrique, mais aussi qui touchent les populations civiles. Et aujourd'hui, on peut dire que sous la houlette du président Poutine, on fait du terrorisme à une échelle de combattants soi-disant pseudo-démocratiques pour la défense de territoires liés au Bosphore, au Donbass et l'accès à la mer Noire et au berceau de la Russie tsariste, qui était le fondement pourtant de M. Poutine au 7e, 8e siècle, le fondement de la Russie. Que ce soit dans les pays arabes ou dans les pays européens, la Russie en fait partie. Vous voyez bien que le terrorisme est partout. C'est souvent parti de volonté d'individus, de volonté d'asseoir un territoire lié à son histoire et d'assouvir sa puissance. Méfions-nous de ce qui peut encore nous arriver. Un petit retour sur la vie locale, cette fois. Rentrons chez nous, après nous être un peu éloignés de notre ville et village d'origine, avec le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Cauteretsie-Catésie, qui s'est tenu ce lundi, donc nous étions le 14, à Catnières. Essentiellement, il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire, où les points ont été abordés. Monsieur Siméon va vous expliquer tout ça sous la houlette de l'intervieweur en chef, qui est Monsieur Bruno Villain. Alors nous sommes aujourd'hui à Catnières où se déroulait la réunion importante de la communauté d'agglomération. Vous aviez déjà fait une première réunion entre les maires récemment à Esturmel. Oui, on commence toujours par un bureau exécutif, président, vice-président, service, où on écoute les services et on pose des questions. Suite à cela, on fait une conférence avec les 46 maires, c'est la loi. Et après, on vient au conseil communautaire avec tous nos élus des communes. Alors, il y a du prorata temporis selon la taille de population, mais chaque commune est représentée au minimum par son maire ou un élu. Et aujourd'hui, on était à peu près combien ? On a un nombre de 76, on était bien plus de 66, 67, j'ai pas vérifié, mais on est... Donc le quorum était très atteint, et puis il y a beaucoup d'assiduité des collègues qui viennent parce que les sujets les intéressent. Il y a de la motivation à bien comprendre ce que c'est que l'agglo, son champ de compétences, ses interventions et les aides qu'elle peut leur apporter. Donc c'est toujours une forte mobilisation au conseil communautaire. Alors, au mois de mars, on commence à préparer le budget, mais avant le vote du budget, il y a le rapport d'orientation budgétaire. Oui, c'est ce que la loi impose pour les communes de 3500 comme au Cateau, comme à Caudry, et aux EPCI, établissements publics de coopération intercommunale que nous sommes. Il faut que l'on débat sur la réalisation dans les 3 dernières années. On fait ce qu'on appelle les anglo-saxons un retour en arrière, un carry back, et on se projette sur l'avenir. Donc on prend des chiffres... des exécutions budgétaires, mais qui ont été tronquées, bien entendu, tant en dépenses qu'en recettes sur 2020 et 2021, puisque nul n'échappe qu'il y a eu le Covid. Le Covid nous a perturbé. Un seul exemple pour le fonctionnement des piscines, vous voyez, pour des dépenses d'investissement aussi, parce que les entreprises ne venaient pas, et puis le volet des recettes. Voilà, c'était la rétrospective et on projette ce qu'on va faire pour 2022, voire plus loin, dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Alors en recette, apparemment, 73% de votre budget vient des impôts et des taxes. Oui. Sur 31 millions d'euros que représente le coût de fonctionnement. Oui, c'est tout à fait normal. C'est que c'est par le produit de la fiscalité. La fiscalité, elle peut être multiple, Monsieur Villain. C'est tout d'abord sur les impôts locaux traditionnels qu'on perçoit. C'est sur ce qu'on appelle la CVAE. C'est la contribution de valorisation d'aide des entreprises. C'est l'ancienne taxe professionnelle. Comme l'agglo a la compétence, c'est l'agglo qui perçoit et qui reverse aux communes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous reversons aux communes. La TOM qui vient impacter les ordures ménagères, actuellement, c'est 6,6 millions que l'on reverse au CIAVED, etc., Noréade, etc. Donc c'est un budget qui est tronqué. On a sur la TH, on n'a plus de dynamique puisque l'État... Depuis 2018, les montants n'évoluent pas, il ne nous reste plus que le foncier bâti.
Alors, pour les dépenses, vous avez reparlé du transport, parce que finalement, le conseil régional continue à vous aider. Le conseil régional, dès lors qu'on est agglo, on prend la compétence transport. Mais les discussions avec le conseil régional, c'est qu'il nous aide à hauteur de 2,8 millions. C'est le coût pour que ça représente à l'agglo, mais notre agglo doit prendre l'évolution de révision des prix. On est un peu plus de 100 000 euros, ce qui est tout à fait normal. Mais en étant agglo, on a une dotation supérieure qu'en étant communauté de communes. Alors, concernant l'électricité, je crois que c'est un point important. D'ailleurs, il y a d'autres points qui ont été votés après. L'électricité, on s'aperçoit que cette année, avec les prévisions du SIDEX, c'est le syndicat d'électricité, mais comme avec des particuliers, mais avec des nuances, nous, l'électricité va exploser. On a une hausse de plus de 330 000 euros de dépenses d'électricité. Pour l'agglo, c'est énorme. Certes, on a l'éclairage public, mais on a 330 000. Donc, on avait fait, à une réunion d'Avel-les-Aubert, un protocole d'accord. C'est-à-dire que l'électricité est coupée la nuit du dimanche au jeudi soir, puis rouvert en gros pour toutes les communes, le vendredi et le samedi pour laisser les cœurs de ville animés s'il y a des balles, des repas et autres. Donc là, on a eu un débat. Donc le droit commun, il s'applique presque à 40 communes et il y a des communes qui ont demandé un principe dérogatoire. Certains ont demandé l'autorisation parce que dès lors ils financent, puisqu'ils sortent du droit commun, ils financent sur leur budget propre. C'est le cas de Caudry, Le Cateau et Saint-Hilaire qui vont passer à la demande de leurs conseils municipaux ou de leur maire la fermeture de 23h à 4h tous les jours de la semaine, excepté la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Et les autres communes qui restent, certains ont demandé de 23h à 5h et il y a des communes qui restent éteintes. Donc c'est un principe d'équilibre et celui qui veut plus, il paye. Mais dans le contexte actuel des budgets communaux, ça explose complètement. En plus, je vous cache pas que l'électricité est indexée sur le gaz. Il n'y a que la France qui est capable de faire ça, mais on l'a fait. Je ne vous cache pas que la hausse d'électricité plafonnée par le gouvernement de 4% en février, elle porte que sur les particuliers, elle ne porte pas sur les communautés d'agglo, ni de communes, ni les communes proprement dit. Donc on s'expose à une politique inflationniste. Alors apparemment, Caudry, Le Cateau souhaite éteindre la lumière la nuit. Oui, du dimanche soir au jeudi soir, 23h, 4h. Pourquoi 4h? Parce qu'avec mon collègue Fred Bricou, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui prennent le travail à 5h du matin. Et nous, on a les pôles d'entreprise, les pôles de santé où ça bouge. Donc on ne veut pas que les gens, les travailleurs, comme on dit, partent dans le noir. Donc on a vérifié, on a écouté, on a fait du dialogue. Et nous, on propose de 23h à 4h qui nous fait quand même des économies substantielles. Oui, apparemment, pour Caudry, plus de 70 000 euros. Et pour Le Cateau? Pour Le Cateau, on revient à peu près à 40 000 euros d'économie. C'est quand même important. Oui, Caudry, c'est un peu plus que 70, mais il y a une variable d'ajustement. Alors, vous avez également passé au CRIB certaines aides aux sociétés, acquisition de matériel, mais également transformation. On aide d'abord les commerçants, les petites entreprises. Vous avez vu qu'il y en avait 4. Après, on aide un peu plus, 4 pour Le Cateau. Il y en a beaucoup plus sur le territoire. On aide aussi des entreprises sur des projets bien ciblés. Donc là, chaque réunion d'agglo, on distribue beaucoup. C'est ce qui soutient les artisans, les commerçants. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à l'émission de télé locale et qui est un soutien actif. Et là, on y tient. Et on soutient aussi les derniers commerces dans les communes rurales. Parce qu'il faut garder une âme dans nos communes rurales. Alors, la prochaine réunion aura lieu au mois d'avril. C'est un grand point important. Là, c'est le vote du budget. On votera le budget. Si on a les dotations de l'État qui arrivent, parce que c'est la loi, on doit le voter avant le 15 avril. De mémoire, on doit le voter le 8 avril. Et ça aura lieu la conférence des maires à Saint-Souplé, le 8 avril, le conseil communautaire à Catillon. Eh bien, on sera sur place. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous accueillir. Merci. Merci. Sortons des choses sérieuses présentées par la communauté d'agglomération du Caudry-Cataisy et revenons des choses
tout aussi sérieuse, mais plus proche de nous, avec une présentation des métiers agricoles qui s'est tenue à la maison familiale rurale du Cateau dernièrement. Alors, cette première quinzaine des métiers agricoles à l'échelle des Hauts-de-France a été initiée par la Chambre d'agriculture et ses partenaires et elle vise à booster l'emploi dans le domaine agricole. Un secteur qui actuellement manque de bras et un des nombreux rendez-vous prévus dans le cadre de cet événement s'est tenu ce jeudi 10 mars à la maison familiale rurale du Cateau. Vous allez tout savoir dans quelques instants. Oui, alors Claire Dupire, Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Donc moi je suis conseillère emploi-apprentissage. Bonjour, je suis Sarah Delpezo de la maison familiale rurale du Cateau-Cambrésis. Donc je suis apprentie BTS A deuxième année en développement et animation des territoires ruraux. Alors que se passe-t-il dans les locaux de la MFR du Cateau ? Oui, alors en fait c'est la quinzaine des métiers. Donc du coup ici c'est un événement parmi la quinzaine des métiers. Donc du coup c'est une journée pour l'agriculture et donc présenter les métiers en agriculture à tout public, c'est-à-dire que là aujourd'hui peuvent venir du coup les demandeurs d'emploi, les prescripteurs de l'emploi, les jeunes qui sont en recherche tout simplement de découvertes sur le monde agricole et donc du coup voilà, aujourd'hui c'est vraiment pour découvrir et se tester. Au sein de l'agriculture, donc c'est une palette de métiers qu'il y a. Donc on a aussi bien les métiers de l'élevage, les métiers concernant les cultures, le maraîchage, chauffeur-tracteur, mécanicien, agroéquipement. Mais pas que, il y a aussi donc l'ensemble de la filière en agriculture qui recrute, notamment aussi sur des métiers de conseiller en agriculture, comptable ou alors même ingénieur. Et donc ici au niveau de la MFR Le Cateau, l'avantage c'est qu'on travaille en collaboration depuis déjà plus de 6 ans et donc ici tu peux présenter un peu la MFR si tu le souhaites. À la maison familiale rurale du Cateau, donc nous avons plusieurs formations en agriculture, donc le bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole, ainsi que le bac pro conduite et gestion d'entreprise hippique. Et puis on a également le BTS production animale qui se fait en 2 ans en apprentissage. Et puis on a également des formations de l'équitation, donc le BPGEPS activité équestre et le titre animateur d'équitation, ainsi que le BPGEPS activité physique pour tous, qui est arrivé l'année dernière. Et là, tu peux utiliser le ralentisseur qui va soulager les freins. Tu as plusieurs plots et ça va t'aider à arrêter le véhicule. Et là, tu l'enlèveras seulement une fois que tu seras arrêté. C'est un simulateur de conduite. Donc du coup, ce simulateur de conduite nous a été prêté et donc les agents de l'Aftral sont bien présents pour l'utiliser. Donc en fait, ça permet de découvrir le métier en fait de conducteur d'engins donc en hauteur. Donc là, notamment, c'est les camions. Donc ça s'assimile aussi au plus aux tracteurs agricoles. Donc là, c'est vraiment pour projeter les jeunes sur la conduite du coup en hauteur de poids lourds. Alors moi c'est Christophe Surovka, je suis formateur référent CAP à l'Aftral de Prouvy. Alors c'est de l'apprentissage, CAP en 2 ans ou CAP en 1 an, transport routier de marchandises. Donc nous recevons des jeunes de 15 à 30 ans qui vont passer les 3 permis B, C, CE, plus toutes les formations complémentaires en réglementation, etc. Donc soit des jeunes qui ont déjà le permis B et qui viennent faire le C et le CE, c'est-à-dire véhicule isolé, véhicule articulé, soit des jeunes qui n'ont pas le permis B et qui vont passer les 3 permis chez nous tout au long des 2 années. Là ici c'est un simulateur, donc c'est un outil pédagogique. Ça nous permet par exemple de travailler les premières manœuvres sur simulateur. Et une fois que les apprentis réussissent leurs manœuvres sur le simulateur, à ce moment-là, on va les basculer directement sur les camions. Moi, mon objectif en tant que conseillère, c'est vraiment de rencontrer les entreprises agricoles qui recherchent de la main-d'œuvre et donc de les accompagner sur une fiche de poste avec un profil de candidats potentiels pour leur structure et de diffuser en fait ces fiches de poste au niveau des centres de formation qui possèdent la formation et également au niveau des sites agricoles qui recensent du coup les offres d'emploi. Donc là, moi, c'est vraiment donc un gros travail à la base donc, de recherche de jeunes.
et de moins jeunes, mais du coup pour aller en apprentissage. Et donc par la suite, j'accompagne donc l'entreprise et le jeune au début du contrat, donc c'est-à-dire à la mise en place du contrat de travail dans l'entreprise agricole. Je suis Justine Richet, chargée de mission emploi à la FDSEA, donc le syndicat agricole du Nord et du Pas-de-Calais. Donc je suis également gestionnaire ANEFA pour ces deux départements. Donc dans ce cadre, au niveau de l'agriculture, je fais la promotion, découverte, valorisation des métiers agricoles en production, donc directement sur les exploitations agricoles. Donc dans ce cadre, je participe à, comme cette journée aujourd'hui, des foires, des salons, des forums, des interventions auprès des scolaires. Mais également, je gère un site qui est mis en place par l'ANEFA, qui est le site de l'agriculture recrute. Donc l'ANEFA, c'est une association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Et ce site met en relation les demandeurs d'emploi et les exploitants agricoles en recherche de main-d'œuvre. Donc sur ce site, qui est www.l'agriculture-recrute.org, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi disponibles sur le secteur, que ce soit pour des postes en saisonnier, en CDD, en CDI, et tout niveau de compétences et d'expérience confondues. Je suis Nadège Durimel, directrice des groupements d'employeurs GEGEC 3A. Alors donc en fait ce sont des groupements d'employeurs, on recrute des salariés qu'on met à disposition de nos adhérents. Donc on va recruter sur du contrat saisonnier, sur du CDD, sur du contrat d'alternance, mais aussi du CDI. Donc on pérennise aussi nos salariés qui sont formés. Alors ça fonctionne bien, le groupement il est créé depuis avril 2014 et aujourd'hui on compte une moyenne de 150 salariés par mois pour plus de 160 adhérents, donc un développement important mais des besoins de main-d'œuvre qui restent toujours très très conséquents. Moi je suis Nathalie Martinache, je travaille au sein de l'association Cambrésis Emploi de Cambrai et donc on est un dispositif qui permet de promouvoir les métiers en fait sur le territoire du Cambrésis par le biais de découverte des métiers notamment et principalement à travers les casques à réalité virtuelle. Donc en fait, à l'intérieur des casques, on est en immersion au sein soit d'une entreprise ou aujourd'hui sur les métiers de l'agriculture au sein d'une exploitation agricole. Et donc c'est comme si on se trouvait directement sur le lieu et qu'on manipulait nous-mêmes soit les engins ou la traite des animaux, enfin voilà. Votre réaction? Bah j'avoue que ça fait bizarre, hein, parce que là je suis en train de faire une moisson. Donc ouais, bien immergé. Je saurais pas quoi vous dire d'autre, mais un bel outil pour découvrir le milieu, quoi. Donc sur ce type de casque, on a plusieurs productions. Donc on a notamment l'industrie, la logistique, le bâtiment et pour aujourd'hui du coup l'agriculture. Voilà. Un peu de tourisme maintenant, toujours sur le territoire de la communauté d'agglomération, avec une présentation du village de Catnières qui a été faite par son maire, M. Daniel Forrière, et l'historien local, M. Bertrand Guinet, qui est passionnant à écouter. Et Catnières est un village typique du Cambrésis, avec une histoire riche, comme beaucoup de villages. Une occasion pour nous de nous en souvenir et puis de vous la présenter. Découverte. Catnières, un beau petit village du Cambrésis où nous sommes accueillis par son maire, Daniel Forrière. Alors apparemment il y a 682 habitants, d'après les chiffres que j'ai. Précisément, j'ai pas. Oui, c'est ça, c'est un petit 700 habitants. C'est pas mal. Et vous avez augmenté en 2019 une augmentation de 1,19 par rapport à 2013. Donc c'est bien. Donc il y a des gens qui veulent venir habiter. Oui, dans les temps anciens, il y avait plus de 1000 habitants. Alors, on verra après avec notre historien local. Et donc, oui, on a tourné à un moment 800 habitants. On a eu quelques constructions dans les années 80. Ensuite, dans les années 90, des habitants qui ont fait construire ce Catnières. Donc là, il n'y a plus vraiment possibilité de... On a quelques dents creuses, mais bon, voilà, pas de terrain à vendre. Donc là, on a, sur ce mandat, repris les terres du CCAS. Et il y a un projet de lotissement.
de 25 à 30 maisons. Donc ça bouge à Catenières. Ça bouge, ben oui, oui, oui. Alors on a une équipe dynamique. On va s'intéresser un petit peu à l'histoire et on a Bertrand Guinet, qui est président de l'association Catenières Animation Patrimoine, et qui va nous parler un petit peu de l'histoire. Alors, moi, j'ai trouvé le village a été mentionné autour des 11e et 14e siècles. Mais d'abord, je vais vous corriger un petit peu par rapport au début. Vous avez dit que Catenières était un beau village. Non, Catenières est un très beau village, voilà, et même peut-être le plus beau village du Cambrésis, et peut-être aussi l'un des plus beaux villages de France. Ah, ça c'est beau, ça. Alors, depuis, je vais dire, la nuit des temps, Catenières est connue depuis nos ancêtres, puisque au néolithique, on a déjà des traces de nos ancêtres. C'est Géry Herbert qui le dit, Géry Herbert qui est un historien d'Estourmel à la base, qui est aussi un très joli village, et qui nous dit qu'il y avait une borne à un endroit, d'ailleurs ça a laissé le nom à un chemin qui s'appelle le chemin de la borne à Bezin. Et cette borne est là depuis le néolithique. C'est incroyable. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un bond peut-être dans le temps. À l'époque gauloise, il y avait certainement une occupation ici qui n'a pas été révélée. Mais à l'époque gallo-romaine et mérovingienne, on a des traces sur les territoires de Catenières d'une occupation. En particulier sur un territoire qui est maintenant à Estourmel, mais il faut savoir qu'une partie du village d'Estourmel faisait partie de Catenières. Jusqu'à après la Révolution française, on a eu un territoire, une enclave, le hameau de Chantemel, qui était sur le territoire de Catenières. Et donc on a des traces de l'époque gallo-romaine, de l'époque mérovingienne, et donc avec des sépultures qui ont été retrouvées en particulier lors du premier conflit, avec la création de tranchées. Ils ont retrouvé à l'intérieur donc des sépultures. Alors le nom de Catenières vient de quoi? Alors ça veut dire lieu planté de châtaigniers, mais on a tout aux alentours, par exemple Carnières, ça veut dire lieu planté de charme. Boussière, ça veut dire lieu planté de houx. Corroir, de coudrier. Vous voyez, dans le Cambrésis, il y a beaucoup de lieux comme ça. Hein. Alors, vous avez beaucoup de monuments historiques. Si on arrive évidemment on a une belle église. Alors du XVIe siècle, oui, la tour qui reste est magnifique du XVIe siècle. Alors un jour, je vous inviterai à voir les graffitis qu'il y a à l'intérieur, qui sont la trace, je vais dire, des hommes qui sont passés dans ce clocher. C'est un livre d'histoire ouvert là qu'on a laissé graver sur ces pierres. Ensuite, on a un moulin. Aussi, le presbytère dans lequel vous êtes, magnifique, 1779, qui a été rénové. Alors ça aussi, je vous en parlerai plus tard, puisque c'est un presbytère qui a été sauvé de la vente dans le public grâce à l'action de Catenières Animation Patrimoine, puisque c'est pour ça que s'est créée cette association-là. Et ensuite, on a quelques chapelles qui parsèment le territoire, qui sont aussi assez remarquables, puisque certaines sont en pierre bleue. On trouve ça plutôt dans l'Avesnois. Mais ça aussi, c'est une longue histoire. Hein. On en reparle. Voilà. Monsieur le maire, donc le presbytère a été transformé en salle, superbe salle. Tout à fait. Oui. C'est vrai que ça a été donc décidé à partir de 2014. C'était un projet parce qu'on avait une ancienne salle des fêtes qui se trouvait dans une rue voisine. Et faute de elle était plus aux normes, donc la salle a dû être fermée. Puis ensuite, elle était plus accessible forcément aux réunions et autres. Le projet a duré quelques mandats. Et puis là, en 2014, ça a été remis en projet, puis donc finalisé là en 19. Au niveau des associations sportives. Alors, associations sportives, on a donc l'association du Cyclo Club qui existe depuis pas mal de temps. On a la gym des aînés, on va dire. On a eu création là depuis le début de mandat d'une gym un peu plus tonique avec la Zumba et autres. Donc voilà, ça c'est très bien. Après, si on sort du sportif, on a une association couture, bien, donc qui attire pas mal de personnes du village et des environs. On a même une personne qui vient de Cambrai. Ensuite, on a le club des aînés qu'on voudrait relancer. Ils sont très peu nombreux et on s'est réunis récemment pour redynamiser un peu.
On a 2 sociétés de chasse. Alors, et quel est l'avenir quels sont les grands projets pour Cattenir? Alors, c'est vrai que lors de notre élection, on avait pas mal de projets, mais la situation sanitaire, pandémique, nous a un peu freiné dans quelques projets. Mais bon, on avait mis dans notre profession de foi la création d'un conseil municipal jeune. On les a réunis là aussi récemment. Ils seront partants pour faire des choses au sein de la commune. On a aussi l'idée de créer lier les personnes plus âgées avec les jeunes, justement, en fait. Intergénération. Intergénération, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Ensuite, projet un peu plus conséquent, c'est la rénovation d'une rue communale, donc la rue Pasteur, qui les derniers travaux remontent à 1984, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est une rue double sens, assez passante. Donc on veut aussi la sécuriser. C'est nos soucis aussi au niveau de notre mandat, sécuriser la commune par rapport à la vitesse. Donc là, une étude est lancée. Il y aura des chicanes, il y aura des parties végétales. Donc voilà, gros projet. Historiquement, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en association avec notre ami? Voilà, donc effectivement, on avait une déchetterie qui a fermé il y a quelques années. Donc la déchetterie appartient actuellement à la CA2C. On a fait un rachat. Et donc sur ce site d'ancienne déchetterie, Monsieur Guinet en parlera mieux que moi. Alors oui, c'est un projet renaturation dans l'ancienne déchetterie, la création d'une mare avec des espaces où la biodiversité va pouvoir s'installer à cet endroit-là. Le projet, c'est de mettre des personnes en insertion pour animer cet endroit-là, et puis aussi, je vais dire, d'avoir en entrée de village, quelque chose qui soit beau et puis que l'on puisse faire visiter ça aux écoles et puis aux particuliers qui veulent profiter un petit peu de cet endroit-là. L'endroit aussi, c'est d'y avoir des jardins partagés à cet endroit-là, des petits jardins partagés. Alors pour le coup, on a un dépôt de dossier qui est imminent au niveau du département, dans effectivement le projet renaturation du département. Là dernièrement, j'ai eu un contact aussi avec le pays du Cambrésis qui peut nous épauler dans la réalisation de cette belle entreprise. Donc projet 2022. Ça, c'est un projet de 2022, 2023, 2024, 2025. On est tenu, je vais dire, déjà à l'approbation de nos financeurs et puis aussi au rachat de la déchetterie par la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo, elle va peut-être participer. Ça serait bien, oui. Déjà, baisser un peu le prix de vente, ça serait quelque chose d'intéressant, ce qui nous permettrait d'avoir, je veux dire, un petit peu plus de largesse pour pouvoir monter ce projet-là. Le deuxième projet, c'est aussi de continuer la fête de la Châtaigne. C'était la première fête de la Châtaigne en 2021, qui a réuni toutes les associations du village et tout ce qu'on peut gagner donc pour cette fête de la Châtaigne, ça va nous permettre la mise hors d'eau et la sauvegarde de notre moulin. Il nous reste une tour de moulin qui date du XVIIIe siècle sur le territoire et ce qu'on voudrait en un premier temps, c'est simplement la sauvegarder pour que les générations futures puissent en faire quelque chose ensuite. Voilà. Donc effectivement, on a rencontré la semaine dernière un couvreur pour le mettre hors d'eau, voilà. Et puis il faudra passer par un maçon avant parce que là, il est vraiment en mauvais état. À l'état brut. Eh bien, on vous remercie de nous avoir accueillis. C'était très intéressant, mais je crois qu'on aura l'occasion de se revoir pour refaire le tour du village et puis voir un petit peu toutes ces merveilles et tous vos projets. Merci, à bientôt. Merci. Voilà. Un sujet d'actualité
qui tient à cœur à beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient du Cateau ou d'ailleurs, avec l'ouverture de la pêche. Bien que nous ne soyons pas le 1er avril, l'ouverture de la pêche au niveau national s'est faite le 12 mars, et l'occasion pour de nombreux concitoyens et de nombreux passionnés de se retrouver et de s'adonner à leur sport favori. Notons que ces personnes sont les premiers vigiles pour la qualité de l'eau de la Selle qui coule dans le Cateau et sur laquelle ils sont très, très pointilleux et très vigilants. Et ils sont les premiers acteurs pour la sauvegarde de la biodiversité. Ils vont tout vous dire, écoutez-les, c'est passionnant et c'est dit par des passionnés, donc ça vaut le détour. Alors aujourd'hui, journée importante en France, donc samedi 12 mars, c'est ouverture nationale de la pêche à la truite. Donc sur le Cateau, l'association, hier soir, il y avait 110 adhérents. Donc un peu plus de majeurs que l'année dernière et il manque encore quelques enfants. Malgré ça, aujourd'hui, on a quand même vu pas mal de jeunes le long de la Selle, donc c'est de bonnes nouvelles. Bon, on va rappeler les conditions de pêche. Alors, les conditions de pêche sur la Selle, donc l'hameçon, il doit être sans ardillon. Donc je rappelle, l'ardillon, c'est le petit crochet à l'intérieur de l'hameçon qui doit être écrasé ou être absent, afin de pouvoir remettre dans de bonnes conditions les truites fario. Donc l'intégralité des truites fario doivent être remises à l'eau. Après, les pêcheurs ont le droit à 4 truites arc-en-ciel par jour et par pêcheur. Est-ce que vous avez pratiqué un empoisonnement ces derniers jours avant de pêcher? Alors la veille, il y a eu un empoisonnement de 100 kg de truites arc-en-ciel réparties entre le Cateau, Monté et le ruisseau de Richemont. Comme tous les mois, qui est un empoisonnement de la même quantité de réaliser jusqu'à la fermeture. Alors ce que vous venez de dire, c'est la zone de pêche sur le Cateau, c'est ça? Alors nous, notre linéaire de pêche sur l'association, il est quand même important. Parce que bon, sur le Cateau, on pêche tout ce qui est pâture des nonnettes, le terrain de football, la rue des Digues, l'esplanade. Et après, on se retrouve dans des pâtures sur la route de Neuvilly, dans la commune de Monté, et sur le ruisseau de Richemont, du barrage du Tordoir vers la route du Pomeroy. Mais rien n'empêche d'aller pêcher ailleurs si on est équipé d'une carte, c'est ça? Alors si on est en possession d'une carte, d'une PPMA, on peut venir dans les associations réciprocitaires. Donc là, on conseille vivement les pêcheurs de se renseigner auprès des dépositaires de cartes pour avoir les informations, pour ne pas se retrouver en difficulté ou en infraction, ou pire, aller pêcher dans des propriétés privées, comme ça peut arriver parfois. Et donc là, vous avez fait aussi une petite halte pêche en dehors de les pêchers, là, ici, là. Oui, alors l'ouverture à pêche à la truite, c'est surtout un moment convivial. Donc tous les ans, à l'ouverture, on fait un petit déjeuner entre copains. C'est surtout ça, le moment de pêche, quoi. Voilà, la pêche, c'est un sport, mais c'est aussi autre chose, hein. C'est un sport et c'est un loisir. Parce que faut quand même aller dans certaines pâtures où c'est assez acrobatique. Et puis après, il faut que ça reste un loisir, quoi. Faut maintenir le plaisir de la pêche. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu le matériel que vous avez pour pêcher là, ici, là? Alors, il y a plusieurs techniques, hein, donc, on voit de plus en plus beaucoup de gens pêcher avec des leurres. Donc là, c'est un leurre dur. Donc c'est la petite palette qui est devant qui réalise l'animation du leurre dans le cours d'eau. En ramenant, la bavette, elle tape dans le courant et puis ça fait un mouvement du leurre dans la rivière. C'est ce qui déclenche l'attaque du poisson dessus. Et après, sous un lancer, donc peu importe la marque, hein, donc entre 1,80 m et 3 m et un petit moulinet. C'est une canne en quelle matière, là? Alors celle-ci, c'est du carbone. De toute façon, maintenant on trouve quasiment que du carbone, on ne trouve plus d'autres matériaux. Donc bon, comme c'est du carbone, aujourd'hui on risque rien, mais bon, faire attention à l'été, les périodes orageuses. Parce que obligatoirement, avec les orages, on attire bien la foudre. Et puis les lignes électriques. Alors sur le Cateau, on n'est pas embêté, mais avec les cannes, il ne faut pas s'approcher des lignes électriques. Ben voilà, donc je vais vous dire de continuer de bonne pêche
Et c'est jusqu'à quand déjà au fait? Alors la pêche, elle est jusqu'au 2 octobre. Et puis il y a une précaution aussi à prendre dans une rivière comme la Selle, qui a la particularité d'avoir de leur production de truites fario sauvages. C'est de ne pas marcher dans la rivière, puisque à aujourd'hui, on a encore des truites qu'ils ont frayées il y a encore quelques jours. Et il y a des œufs qui sont sous le gravier. Et après, on va voir les alevins qui vont rester 4 à 6 semaines après dans le gravier avant de sortir. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui marche dans la rivière, il écrase les œufs et les alevins. Et donc on a une grosse mortalité qui est déjà compliquée à l'heure actuelle d'avoir leur production de truites fario. Mais les gardes veillent. Donc les gardes veillent. Alors il faut savoir quand même que la pratique de la pêche avec un ardillon, c'est 450 €. La capture d'un fario, c'est 450 €. Et marcher sur une frayère, c'est 20 000 €. Oui. Donc je pense qu'il faut que les personnes en prennent conscience, quoi. Donc là, bon, on voit les pêcheurs, ça mord. Bah donc on vous laisse pêcher. Et puis une frayère, ça ressemble à ça. Voilà. Donc la zone gravillonnaire. Donc c'est la zone de gravier, donc à faible profondeur. Et on voit les truites ont frayé il y a quelques semaines, donc on voit les taches claires où les œufs ils sont actuellement en dessous. Donc voici une truite arc-en-ciel, et donc les pêcheurs ont le droit à 4 truites arc-en-ciel par jour et par pêcheur. Il y a un calibre, dimension? Donc c'est plus de 23 cm. Donc là, ouais, c'est sûr, elle fait plus de 23. Voilà. Bon, voilà. Alors Mathieu, je pêche depuis plus de 30 ans. Donc et passionné de la truite depuis quelques années. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous avez dans la main là. Alors j'ai quelques leurres, le plus connu, la cuillère tournante, le leurre des anciens. Après on a un leurre dur. Alors bien sûr ici monté en leurre simple avec les ardillons écrasés. Après on a la cuillère ondulante. Et un leurre beaucoup plus moderne, le leurre souple. Et donc tout ça, la truite adore se faire piéger avec ça alors. Exactement. Alors il y en a de toutes les couleurs, de plusieurs tailles. Et selon les conditions, on met des leurres différents. Plus ou moins avec des couleurs flash ou des couleurs naturelles selon la couleur de l'eau. Voilà. Et donc combien avez-vous de faits de prise aujourd'hui? J'ai pour le moment aucune. J'ai accompagné mes collègues avec l'épuisette. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc vous filmez vos exploits en plus? Exactement, oui. Pour c'est personnel. Voilà. Des souvenirs. C'est ça, des souvenirs un peu plus vivants qu'une photo. Voilà. Eh bien, bonne continuation. Merci. Enfin, et pour conclure, une annonce un peu comme d'habitude. Et je vous propose une rencontre à la médiathèque qui aura lieu le samedi 26 mars à 10h et qui aura pour thème l'Astrée ou l'Auvergne des bergers amoureux et qui sera présentée par monsieur Thierry Langrand. Une occasion pour vous de vous laisser emporter dans des paysages mystérieux au bord d'une rivière pleine de poésie. Et puis un pas de côté, et voici une montagne magique, des sorcières des châteaux hantés, des templiers, des alchimistes, un trésor maudit, des loups et des lutins, le tout à découvrir sans modération. Venez nombreux, l'entrée est libre et gratuite. Bonjour à tous, l'ensemble des membres du Cato Expansion se joint à moi pour vous présenter sa soirée hypnose magie suivie de sa soirée dansante le samedi 26 mars à partir de 19h30 au théâtre René Ledieu du Cato. Un spectacle époustouflant et surtout inédit pour 2 heures de spectacle accompagné d'un repas convivial au prix de 28 €, plat, dessert avec apéritif offert. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver vos places auprès de chez Tristan Coiffeur, la Charcuterie Fossé ou au festival. Nous vous attendons nombreux, mais attention, il n'y en aura pas de place pour tout le monde. Donc, je vous dis à très vite et hâte de vous retrouver pour une super soirée. À bientôt! J'ai été très heureux de vous présenter ces sujets, même si certains sont malheureusement lourds de conséquences et lourds dans nos consciences. Et j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt. Chers amis du Codrésie Catésie
et des environs. Je vous dis au revoir.